Personne ne dirait à quelqu'un qui a peur d'aller dans une grotte sombre qu'il fait preuve de fainéantise ou de manque de volonté. C'est pareil pour toi quand tu as peur de changer, que tu n'arrives pas à te mettre en mouvement. Ce n'est pas de volonté dont tu as besoin, c'est de bienvenue dans ta tête. Le podcast qui explore ce qui se passe dans ta tête, dans la mienne et dans celle de tout le monde. Ici, on parle de santé mentale, de doutes, de relations, d'identité, d'émotions, bref, de tout ce qui se joue à l'intérieur de toi et qui façonne ta vie à l'extérieur. Je ne suis pas ici pour te donner des leçons, mais pour te partager des réflexions, des outils et des déclics que j'ai accumulés de mes expériences personnelles, mais aussi professionnelles, en tant qu'expert en santé mentale, afin de t'aider à mieux te comprendre, à mieux t'aligner avec ce qui est important pour toi, et surtout à avancer plus facilement vers ce qui te rend réellement heureux dans ta vie. Vois cette série de podcasts comme une boîte à outils pour te permettre d'avoir une conversation ouverte et bienveillante avec toi-même. Donc prends ce qui t'intéresse selon tes problématiques du moment. Sur ce, c'est parti! Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut se résumer en une phrase que j'entends encore très souvent aujourd'hui. J'ai l'impression de tourner en rond dans ma vie, j'ai l'impression de stagner, j'ai beau être en mouvement, j'ai beau mettre de l'énergie dans ce que je fais, je reviens tout le temps au point de départ et j'ai l'impression de ne pas avancer. C'est une situation que j'ai baptisée le piège du rond-point. Parce que dans un grand rond-point, ta voiture est en mouvement, tu mets de l'énergie plutôt vers l'avant, mais tant que tu ne prends pas une sortie, tant que tu restes dans le rond-point, tu reviens toujours au point de départ. Donc cette situation, c'est vraiment le signe que tu dois changer quelque chose, que tu dois prendre une décision différente de ce que tu as appris jusqu'à présent. Et ça, je pense que tu le sais déjà, mais il y a un certain nombre de choses qui nous empêchent de prendre une décision différente ou qui nous empêchent même de voir une option différente de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et c'est justement le sujet d'aujourd'hui. Donc dans cet épisode, on verra les causes les plus fréquentes qui expliquent ce sentiment de tourner en rond, avec les solutions qui, d'après mon expérience, sont les plus efficaces. Et pour finir, je te partagerai une version simplifiée d'un exercice de coaching que je faisais souvent quand on abordait le sujet de stagner dans sa vie, parce qu'il est simple, et en plus, si tu le fais sérieusement, il crée plein de déclics qui t'aident à débloquer pas mal de situations. Bon, assez de blabla, commençons, parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, et ce sera sûrement l'épisode le plus dense de cette saison. On va commencer par les causes. La première raison, qui est aussi la plus classique, qui empêche d'avancer dans la vie, c'est quand tu penses tout le temps à ce que tu ne veux pas ou à ce que tu ne veux plus, mais que tu ne sais pas clairement ce que tu veux. Ça pose deux problèmes. Premièrement, il faut savoir que ton énergie va dans la direction vers laquelle tu portes ton attention. Donc, quand tu penses à ce que tu ne veux pas ou à ce que tu veux fuir, c'est dans cette direction que va ton énergie. Et j'insiste sur le terme penser, parce que quand on parle de ce sujet, il y en a toujours qui vont me dire « Ok, mais moi quand je me répète tout le temps que je veux avoir beaucoup d'argent, que je veux être en couple, que je veux réussir mon projet, malgré tout je suis toujours au même stade, donc ça ne fonctionne pas. » Sauf que ça, mon ami, c'est de la pseudo-pensée positive. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Notamment parce qu'ils ont beau se répéter ça, en réalité, ils pensent à autre chose. Quand ils disent « je veux avoir beaucoup d'argent », en réalité, ils pensent « je ne veux plus galérer à la fin du mois, je ne veux plus avoir mal au ventre quand je consulte mon compte en banque, je ne veux plus devoir refuser des invitations parce que je suis à sec ». Quand ils disent « je veux être en couple », en réalité, ils pensent « je ne veux plus me sentir seul, je ne veux plus avoir l'impression d'être en retard par rapport à mes amis, je ne veux plus me sentir mal à l'aise au repas de famille quand on me sort la fameuse question « Alors, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un ?» Pareil, quand ils disent « je veux réussir mon projet », au fond, ils pensent « je ne veux plus que mes parents me voient comme quelqu'un qui rate tout ce qu'il fait » ou « je ne veux plus me sentir nul ». Et si c'est un projet professionnel, on en revient souvent encore au fameux « je ne veux plus galérer financièrement ». Tu vois bien que l'idée, ce n'est pas juste de te dire des choses, mais de prendre conscience de la direction dans laquelle vont tes pensées à chaque fois que tu le dis. Mais ça, il n'y a que toi qui le sais, donc ça nécessite d'être honnête avec toi-même, mais toujours dans la bienveillance, dans le non-jugement. Parce qu'à ce stade, ce que tu veux, ce n'est pas refouler ce que tu penses, c'est plutôt comprendre pourquoi tu y penses, pour ensuite être capable de clarifier ce que tu veux vraiment. Le second problème, qui est lié au fait de ne pas savoir ce que tu veux, c'est qu'on a tendance à préférer un enfer familier
à un potentiel paradis inconnu. En d'autres termes, on préfère être dans une merde qu'on connaît, mais dans laquelle on sait comment réagir, plutôt qu'aller dans une direction potentiellement meilleure, mais dans laquelle on n'aurait aucun contrôle. Ce qui veut dire que tant que tu auras l'impression que le futur vers lequel tu te diriges est flou, voire complètement sombre, tu ne bougeras pas d'un poil. Et contrairement à ce que tu vas entendre autour de toi, ce n'est pas de la fainéantise, c'est de l'instinct de survie. Parce que avancer vers l'inconnu, c'est une peur aussi viscérale que la peur du noir. Personne ne dirait à quelqu'un qui a peur d'aller dans une grotte sombre qu'il fait preuve de fainéantise ou de manque de volonté. C'est pareil pour toi quand tu as peur de changer et que tu n'arrives pas à te mettre en mouvement. Ce n'est pas de volonté dont tu as besoin, c'est de clarté. D'où la nécessité d'arrêter de te concentrer sur ce que tu ne veux pas et de commencer à clarifier ce que tu veux et pourquoi tu le veux. On en reparlera en détail dans la dernière partie de cet épisode. Une autre cause du piège du rond-point, c'est que tu cherches tout le temps à avoir l'approbation de ton entourage au moment de faire des choix ou après les avoir faits. Résultat, soit tu ne fais jamais de choix par peur qu'ils ne le comprennent pas ou qu'ils ne soient pas d'accord avec ce choix, soit tu fais un choix, mais à la seconde où tu sens que ton entourage est un peu dubitatif, un peu mitigé sur ton choix, tu finis par revenir sur ta décision. Si on prend l'image du rond-point, l'équivalent ce serait de ne jamais choisir une sortie, donc de rester dans le rond-point, ou de choisir une sortie mais qu'une fois au rond-point suivant, tu fasses demi-tour pour revenir à ton point de départ. Si tu te reconnais dans cette situation, c'est important que tu prennes conscience qu'à chaque fois que tu essaieras de changer quelque chose dans ta façon de faire, ton entourage sera toujours mitigé, mais que ça n'a rien à voir avec la validité de ton choix. Parce qu'en réalité, eux aussi se posent des questions sur ce changement. Est-ce que c'est juste une phase que tu traverses, mais qu'après ça redeviendra comme avant? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, ou est-ce que quelqu'un t'a convaincu de le faire? Est-ce que tu veux changer parce que eux auraient fait quelque chose de mal? Si ce changement dure dans le temps, quel impact ça va avoir dans leurs habitudes, dans leur confort? En fait, tu vas percevoir du doute chez ton entourage parce qu'ils ont plein d'interrogations qui n'ont absolument rien à voir avec si oui ou non tu as eu raison de faire ce choix. Et la première chose qui peut commencer à les rassurer, c'est de voir que toi-même, tu es convaincu de la nécessité du choix que tu as fait. Parce que si quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, tu passes ton temps à regarder leur réaction comme un enfant qui attend que ses parents le confortent dans son choix, ça ne va pas les rassurer du tout. Bien au contraire. De leur point de vue, c'est comme s'ils te voyaient aller vers une grotte sombre en leur disant « Je ne sais pas pourquoi j'y vais et je n'ai aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. » Tu vois bien que de leur point de vue, c'est très inquiétant. Donc c'est normal qu'à ce stade, ils ne te donnent pas leur approbation ou qu'ils essaient même de t'en dissuader. On en revient encore à l'importance de la clarté. Quand tu es convaincu de pourquoi tu fais ce choix et de vers quoi il est censé te mener, c'est beaucoup plus rassurant pour ton entourage. Parce que quelqu'un qui est convaincu est beaucoup plus convaincant. Et même si ton entourage te fait comprendre qu'il n'est pas d'accord avec ton choix, ça veut juste dire que de leur point de vue, ce changement n'est pas important pour eux. Mais si toi, tu n'es pas au clair sur pourquoi c'est important pour toi, tu vas juste te laisser emporter par le doute des autres et tu vas stagner dans une situation qui ne te convient pas. Donc quand tu veux avancer, quand tu veux créer des changements dans ta vie, la première personne que tu dois convaincre, c'est toi-même. Note ça quelque part. La clé, c'est la clarté. Ensuite, une quatrième raison pour laquelle tu as l'impression de stagner, alors que pourtant tu mets de l'énergie pour avancer dans ta vie, c'est que tu évalues ton évolution en fonction du regard de certaines personnes qui te renvoient une image des anciennes versions de toi. Prenons une image. Au fil des épisodes, tu verras que j'adore les métaphores, c'est toujours plus parlant. Quand tu es sur la route, dans ta voiture, pour savoir si ta voiture avance, tu vas te baser en général sur 3 types d'éléments. Sur tes sensations physiques, donc sur le mouvement de la voiture que tu ressens, ça tremble, ça vibre. Sur les signaux que t'envoie la voiture, le compteur de vitesse qui tourne, la jauge d'essence qui diminue. Et en grande partie, à 90%, tu vas te baser sur ce que tu vois à l'extérieur, c'est-à-dire le paysage qui défile derrière les vitres.
Maintenant, imagine que je prenne une photo à 360 degrés de ce qu'il y a autour de la voiture et que je la colle sur les vitres devant, derrière, sur le côté. Là, il va se passer un truc très bizarre, c'est que tu auras beau appuyer sur l'accélérateur, tu auras beau voir la jauge d'essence se vider à vue d'œil et même sentir ta voiture trembler comme un chihuahua dans la neige, tu auras quand même l'impression de ne pas avancer. Parce que ton référentiel principal pour savoir si tu avances te montrera une image figée d'une situation qui est déjà loin derrière toi. C'est exactement ce qui t'arrive quand ta seule façon d'évaluer ton évolution personnelle, c'est l'opinion que ton entourage a de toi. Et ce fonctionnement pose deux problèmes. Déjà, en général, quand tu connais les personnes depuis longtemps, notamment quand c'est la famille ou des amis proches, elles ont une image de toi qui leur a pris un certain temps à se construire et qui est bien ancrée dans leur tête. Donc ça prendra aussi du temps à la déconstruire pour se faire une nouvelle image de toi. Ce qui veut dire, écoute bien, que ton entourage ne te renverra une nouvelle image de toi que s'ils ont vu la nouvelle version de toi suffisamment longtemps pour la connaître. Donc si tu es en train d'évoluer, mais que tu attends qu'ils te renvoient une image de cette nouvelle version en devenir de toi instantanément comme un miroir, tu vas attendre longtemps. Voilà. Et puis aussi, il faut les comprendre. Changer sa vision d'une réalité qu'on connaît depuis longtemps, c'est très inconfortable, parce que ça demande du temps et de l'énergie. Ce qui nous amène au deuxième problème que pose cette habitude d'évaluer ton évolution à travers le regard de ton entourage, c'est que parfois les gens n'auront pas envie de faire l'effort de changer leur façon de te voir. Soit parce que pour eux c'est plus confortable, ou parce que les précédentes versions de toi étaient plus pratiques, et qu'ils espèrent qu'en continuant à te renvoyer cette image de la personne qu'ils veulent que tu sois, tu finiras par redevenir cette personne au moins avec eux, ou tout simplement parce qu'ils sont dans une période de leur vie où ils n'ont pas l'énergie pour du changement, aussi petit soit-il, et que changer leur vision des choses n'est pas le bon moment pour eux. Donc ils vont noter ton changement, mais ils ne vont pas l'intégrer tout de suite. Tu vois bien encore une fois qu'il peut y avoir plein de raisons qui expliquent pourquoi, même si tu fournis plein d'efforts pour évoluer, le regard de ton entourage ne va pas changer du jour au lendemain. Mais que ça n'a rien à voir avec toi ou avec le fait que ton changement soit bien ou pas. Ce n'est pas de la malveillance, c'est pas qu'ils veulent te faire du mal, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas cette nouvelle version de toi. C'est juste que pour eux aussi, c'est un changement. Qui plus est, un changement qu'ils n'ont pas demandé. Donc ils ont besoin d'un peu de temps aussi pour l'assimiler. C'est super important que tu comprennes ce point, déjà pour que ça ne t'empêche pas de continuer à avancer, même si tu ne le vois pas dans le regard des autres, mais aussi pour que tu puisses faire preuve de bienveillance envers ton entourage dans cette situation de changement à laquelle ils sont eux aussi confrontés, parce que eux aussi font de leur mieux. Une autre cause de ce sentiment de tourner en rond et de ne pas avancer, c'est une erreur très classique qu'on est très nombreux à faire, au point où c'est même devenu normal. C'est que tu t'es identifié à un moyen qui est devenu obsolète pour toi aujourd'hui parce qu'il était juste bon pour l'ancienne version de toi. Ce moyen, ça peut être une habitude, un travail, une relation, un environnement, un lieu de vie, une situation en particulier. C'est un sujet qui est assez subtil à comprendre, donc pour imager ça, cette fois-ci, je ne vais pas te prendre une image, même si je sais que tu aimes bien les images maintenant. Je vais plutôt te prendre un exemple concret, un exemple que je connais bien parce que c'est mon propre exemple. Si tu fais partie de ceux qui me suivent depuis un moment, tu dois savoir que pendant un moment, j'ai été coach de vie pour les particuliers, notamment sur la prévention du burn-out, l'amélioration de la santé mentale. J'exerçais ça en tant qu'auto-entrepreneur. Sauf qu'à un moment, j'ai commencé à avoir l'impression de tourner en rond, à avoir l'impression de ne plus être aligné avec ce que je faisais, alors que j'adorais faire ça. Et je commençais à me demander, mais est-ce qu'il faut que je change d'activité? Est-ce qu'il faut que je retourne au salariat? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Sauf que chaque fois que je pensais à ça, je me disais, mais non, mais tu es coach, tu es entrepreneur, donc le salariat, c'est pas compatible. Et s'il y a une solution à trouver, ce sera dans le coaching. Et c'est là où je me suis rendu compte que je commençais à faire l'erreur de m'identifier à mon activité et à ma situation professionnelle. Sauf que le coaching et l'entrepreneuriat, ce n'est pas mon objectif et c'est encore moins mon identité. Mon objectif, c'est de créer des changements dans le monde du travail, a fortiori dans la société, pour préserver la santé physique et mentale des personnes et leur permettre de s'épanouir plus facilement. Le coaching et l'entrepreneuriat, c'était juste des moyens, des outils
qui me permettaient d'avancer dans cette direction et qui étaient les plus adaptés pour moi à ce moment-là de ma vie. Parce que ça m'offrait la liberté dont j'avais besoin pour expérimenter des choses et développer une expertise. Mais pour passer à l'étape d'après, c'est-à-dire créer des changements dans les organisations, notamment dans les entreprises, c'est plus de liberté dont j'avais besoin, c'est de stabilité et d'impact. Et être coach et entrepreneur, ça ne m'offrait pas ces éléments-là. Et ce, malgré le fait que j'adorais ce que je faisais. Mais j'avais besoin de changer pour avancer. Aujourd'hui, je suis chef de projet en santé et qualité de vie au travail, ce qui me permet de conseiller, de former, d'accompagner plein d'entreprises sur les changements à mettre en place pour améliorer les conditions de travail de leurs salariés, notamment dans la prévention de la santé mentale. Et ça, je le fais en tant que salarié avec une équipe, ce qui me permet de me concentrer sur ma zone d'excellence et de gagner en stabilité et surtout en impact auprès des personnes que j'accompagne. Tout ça pour te dire que si tu veux éviter d'avoir cette sensation de rester coincé à une étape de ta vie, c'est indispensable que tu apprennes à distinguer qui tu es de ce que tu fais. Moi, je ne suis pas coach, je ne suis pas entrepreneur. Je suis juste un mec qui aime bien les gens et qui a envie de faire des choses pour que les gens aillent mieux dans leur vie. Et les différents métiers que j'ai eus ces dernières années et que j'aurai certainement à l'avenir, ce sont juste des outils qui me permettent de faire ça. Mais quand l'outil ne me permet plus d'avancer, le fait de ne pas m'identifier à cet outil me permet de changer de direction plus facilement, sans avoir l'impression de me trahir ou de perdre une partie de moi dans ce changement. Parce que c'est ça aussi qui nous empêche d'avancer, c'est qu'on a l'impression de laisser une part de nous derrière. Et là, je te donne un exemple professionnel, mais c'est valable aussi pour tes relations. Quand tu t'identifies à ton couple, par exemple, je suis le conjoint de un tel. Ou quand tu t'identifies à tes habitudes. Voilà, je suis le gars ou la meuf qui fait rire les gens ou qui rend service à tout le monde. Et même, et ça arrive plus souvent que tu ne le crois, quand tu commences à t'identifier à tes problèmes. Je suis la personne qui a tel problème. Je suis timide. Je suis anxieux. Tu vois, quand tu commences à t'identifier à tes ressentis, à tes problèmes, ça te bloque dans certaines situations parce que même si tu trouves une potentielle solution, tu vas t'auto-saboter inconsciemment parce que tu auras l'impression de perdre une partie de toi si ce problème disparaît. Donc pour ce point-là, retiens juste que tu n'es pas ce que tu fais de la même façon que tu n'es pas ce que tu ressens. Tu n'es pas tes actions, tu n'es pas ton travail, tu n'es pas ton couple, tu n'es pas tes ressentis, tu n'es pas ce que les gens pensent de toi. C'est important d'avoir ça en tête pour pouvoir te détacher de ça et prendre des décisions pour changer quand tu en ressens le besoin. La dernière cause qui explique ce sentiment de stagner, de ne pas évoluer, en tout cas la dernière qu'on verra aujourd'hui, c'est que tu as évolué, tu vois les choses différemment, ton état d'esprit, tes goûts, tes ambitions ont changé, mais tu t'évertues à conserver les mêmes habitudes et le même environnement qu'avant, parce que c'est ce que tu as toujours connu et c'est ce sur quoi tu sens que tu as le plus de contrôle. En quoi c'est un problème? On va reprendre une image. C'est comme si tu étais une chenille qui ressentait un besoin d'évoluer pour avancer dans sa vie, donc qui s'est transformé en papillon, mais qu'une fois que tu es devenu un papillon, tu t'évertues à continuer à manger des feuilles et à ramper au sol avec les autres chenilles sous prétexte que c'est ce que tu as toujours fait jusque-là. Dans cette situation, il ne faut pas t'étonner de ne pas te sentir épanoui. C'est simplement parce que tu es dans une phase de transition dans laquelle toi tu as évolué mais tu n'as pas encore créé l'environnement qui correspond à cette nouvelle personne que tu es en train de devenir ou que tu es devenu. Je te vois venir, l'idée ce n'est pas de sombrer dans un délire de supériorité en mode moi j'ai changé donc maintenant je suis meilleur que les autres. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois plus voir les personnes de ton entourage. Je te dis juste que si tu veux évoluer et continuer à vivre comme avant, tu vas ressentir un décalage désagréable qui te donnera l'impression que tous les efforts que tu as fait pour évoluer n'ont servi à rien. Voire pire encore, tu auras l'impression que cette évolution t'a rendu plus malheureux qu'avant parce que maintenant, tu ne te sens plus à ta place même dans ton environnement habituel. D'où la nécessité de faire évoluer ton environnement en même temps que toi pour qu'il soit plus aligné avec la personne que tu es en train de devenir. Ok, bon, c'est bien beau, c'est intéressant, mais comment on fait tout ça? Comment on met ça en place? Calme-toi, je te sens pressé là, un pas après l'autre.
on en arrive à la partie sur les solutions. Alors, avec les thématiques qu'on a abordées juste avant, il y aurait au moins une quinzaine de sujets pour cette partie. Et je vais te donner ceux qui, pour moi, sont les plus impactants. Parce que sinon, ça ferait un podcast de 3 heures et ce serait indigeste. Autant pour moi que pour toi. Et à la fin, je te partagerai un exercice de coaching simple, mais terriblement puissant. La première chose, c'est tout ce qui concerne le sujet de l'environnement, qui est beaucoup revenu, notamment l'environnement social. Concernant la partie des relations sociales, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'il y aura un épisode entièrement consacré à ce sujet, surtout ce qui concerne les difficultés à mettre fin aux relations. Le plus important à retenir quand tu ressens ce besoin de faire évoluer ta vie, c'est de comprendre que prendre de la distance ou mettre fin à une relation, ce n'est pas un jugement de valeur des personnes concernées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises ou que tu es trop bien pour elles. C'est un jugement de compatibilité de la relation, qui plus est à un instant T. Parce que tu es une personne qui évolue et qui va encore évoluer dans sa vie. Et l'individu en face de toi peut être une personne extraordinaire. Si la relation que vous avez actuellement ne te permet pas de répondre à tes besoins personnels, tu seras malheureux. Mais ce que tu rejettes à ce moment-là, ce n'est pas la personne, c'est la relation. Un exemple que je voyais souvent en coaching, c'est celui de la relation avec les parents. Des situations dans lesquelles les personnes ressentaient beaucoup de mal-être dans leur relation avec leurs parents, alors qu'elles aiment leurs parents. Ce n'est même pas un sujet. Mais pour avancer et s'épanouir dans leur vie d'adulte, elles avaient besoin de mettre fin à la relation qu'elles avaient depuis toujours avec leurs parents, c'est-à-dire une relation d'adulte à enfant. Soit pour créer une nouvelle relation d'adulte à adulte, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont plus les enfants de leurs parents, c'est juste que le cadre de la relation est différent, notamment parce qu'il n'y a plus cet ascendant psychologique consensuel qu'un adulte a sur un enfant. Sinon, la deuxième option, si le parent refuse la relation d'adulte à adulte, c'est de créer une nouvelle relation plus distante pour réduire l'exposition à cette relation qui leur fait du mal. Et en dernier recours, la troisième option, c'est rien du tout. Plus de relation. Parce que toutes les fins de relation ne nécessitent pas une suite. On a cette idée reçue sur les relations que quand une relation se termine, c'est forcément qu'il y a un méchant dans l'histoire, que l'une des deux personnes a fauté. Alors que tu peux tout à fait ressentir de la gratitude pour une personne, pour les expériences vécues ensemble, et malgré tout avoir besoin de mettre fin à la relation pour avancer. Et cette croyance sur les conditions de fin d'une relation, non seulement elle t'empêche de partir d'une relation, mais en plus elle empêche l'autre personne de te laisser partir. Parce que souvent, elle a l'impression que si elle n'a rien à te reprocher et qu'elle te laisse partir, ce sera elle le méchant de l'histoire. Cette difficulté qu'on a à mettre fin à des relations, c'est vraiment l'une des choses qui crée le plus ce sentiment de stagner dans nos vies. Si tu ressens ce besoin de prendre la distance avec ton entourage et que tu as peur qu'ils le prennent mal, écoute bien ça. C'est nécessaire que tu le fasses dans ton intérêt et dans celui de ton entourage. S'ils te voient faire des efforts pour évoluer, mais qu'au final tu as l'air encore plus malheureux qu'avant, ça va les décourager d'évoluer à leur tour. Et au fond, certains vont même t'en vouloir pour ça. Si je reprends l'image du papillon, si les chenilles voient que le papillon est malheureux parce qu'il n'arrive plus à manger des feuilles ni à ramper au sol comme avant, même si au début elles avaient envie de savoir voler, elles vont finir par croire que ça ne sert à rien de devenir un papillon. Être épanoui dans ton évolution, même si ça nécessite parfois de t'éloigner un peu des autres, c'est souvent la meilleure chose à faire pour les encourager à oser se lancer. Mais ça, on en reparlera plus en détail dans la vidéo dédiée aux relations. Oui, je fais beaucoup de teasing, mais bon, sur cette thématique, il y a tellement de sujets que j'essaie de ne pas trop m'éparpiller pour pas faire des podcasts de 52 heures. Le second conseil pour sortir de cette sensation de ne pas évoluer, de stagner dans ta vie, c'est de commencer à évaluer tes progrès à partir de ton point de vue. C'est-à-dire de te comparer uniquement aux anciennes versions de toi. Donc, prends le temps régulièrement de t'arrêter et de faire le point sur les petites choses que tu as réussi à faire alors qu'avant, tu n'y arrivais pas. Ça peut être par exemple, maintenant, j'arrive à dire non quand on me demande quelque chose que je ne veux pas faire. La fois suivante, ça peut être, j'arrive à dire non sans culpabiliser et sans me justifier. Ce sont de petites étapes de ton évolution que tu es souvent la seule personne à constater. Donc c'est important que tu prennes le temps de les constater et que tu te félicites pour ça surtout.
Parce que tu es bien placé pour savoir à quel point c'était difficile pour toi. Et surtout parce que tu ne peux pas attendre des autres qu'ils te félicitent pour quelque chose qu'ils ne voient pas. Donc il faut que tu apprennes à devenir ta source principale d'approbation. J'ai bien dit ta source principale, pas la seule. Je vous vois venir là, les monsieur, madame, j'ai besoin de personne dans ma vie, ouais. C'est toujours bien d'avoir l'approbation de personnes extérieures qui te félicitent sur des choses que toi-même tu as fini par banaliser à force d'avoir la tête dans le guidon. Le troisième conseil pour ne pas rester coincé dans ta vie, c'est de prendre le temps de te connaître pour éviter de confondre qui tu es avec ce que tu fais ou avec ce que tu ressens. On va pas rentrer dans le détail parce que ce serait beaucoup trop long, mais je vais te donner quand même un petit exercice rapide à faire pour mieux te connaître. Tu prends une feuille et tu notes une dizaine de situations, de comportements ou d'événements qui t'ont énervé, mais pas qui t'ont embêté, non, qui t'ont mis hors de toi, qui t'ont fait démarrer au quart de tour. Pourquoi? Parce que quand quelque chose te fait réagir fortement comme ça, en général, c'est parce que ça a heurté une valeur forte chez toi. Et ça, tu ne peux pas faire semblant. Donc, par effet miroir, ça te permettra de comprendre quelles sont tes valeurs importantes. Par exemple, si quand les gens font du mal aux autres, donc de la malveillance, ça te fait réagir, c'est certainement que la bienveillance est une valeur forte chez toi. Si les personnes qui se complaisent dans la médiocrité, qui n'ont pas envie de faire des efforts pour avancer dans leur vie, ça t'énerve, c'est sûrement que le dépassement de soi, c'est une valeur forte pour toi. Si quand on t'empêche de faire ce que tu veux, on te bride dans tes envies, dans tes actions, ça t'énerve, c'est sûrement que la liberté est une valeur forte pour toi. L'intérêt de cet exercice, c'est de commencer à mieux te connaître. Ça permet de comprendre que souvent, c'est pas la situation que tu aimes, c'est le fait qu'elle te permette d'être aligné avec tes valeurs, d'être aligné avec qui tu es au final. Et vice-versa quand tu n'aimes pas une situation. C'est souvent que tu n'es pas aligné avec qui tu es. Pour finir, je vais te partager une version simplifiée d'un exercice de coaching pour travailler sur la clarté. Parce que comme on a vu tout à l'heure, la clarté c'est la clé quand tu as besoin d'avancer vers l'inconnu. Cet exercice se déroule en deux parties. Alors si tu veux le faire en même temps, je t'invite à prendre un cahier pour avoir de quoi écrire. Parce que là, tu vas mettre tout ce qu'il y a dans ta tête sur papier. Le but de la première partie, c'est de définir clairement la situation que tu veux de façon affirmative. Donc pour ça, tu vas écrire ta journée idéale dans la situation que tu veux avec des phrases à l'affirmative. J'habite tel endroit, je fais telles activités avec telle personne et surtout, je me sens de telle façon. Et même, un point qui est assez marrant à faire, j'ai tel problème. Parce que oui, les gens les plus heureux ont aussi des problèmes. Mais ce sont des problèmes qui ont du sens pour eux, voire des problèmes qu'ils ont choisi d'avoir. Donc imaginer les problèmes que tu aimerais avoir, ça te permet d'éviter de tomber dans ce fantasme d'une situation dans laquelle tu serais bien parce que tu n'aurais aucun problème. Ça n'existe pas. Sauf peut-être une fois que tu es mort, et encore. Quand tu es mort, tu ne peux pas manger de gâteau au chocolat. Et ça, c'est un énorme problème. C'est important que tu décrives la situation que tu souhaites sincèrement pour toi, indépendamment de ce que les autres pourraient en penser. Et pas que tu écrives la situation que tu penses que tu devrais vouloir ou que d'autres personnes te souhaiteraient. Donc à ce stade, ce que tu dois absolument éviter, c'est de porter un jugement sur la situation que tu es en train de décrire, aussi folle soit-elle. C'est une réflexion entre toi et toi-même. Avoir un travail en CDI qui rapporte beaucoup d'argent, avoir une grosse maison, avoir conjoint, enfant, le chien, la maison, la voiture, c'est sûrement ce que te souhaitent tes parents et ton entourage. Mais est-ce que c'est ce que toi tu veux pour toi aujourd'hui? Et j'insiste sur le aujourd'hui, parce que c'est peut-être ce que tu voudras plus tard. Mais est-ce que c'est ce que tu veux actuellement? L'idée n'est pas de décrire la situation parfaite aux yeux des autres, mais celle dans laquelle tu serais heureux de te lever le matin et fier de toi en allant te coucher le soir. Le but de cette première partie, c'est de te permettre de visualiser un objectif clair qui t'inspire, donc vers lequel tu aurais envie de te diriger. Parce que c'est le désir de concrétiser cette situation inspirante et clairement définie qui te permettra de te mettre en mouvement et de sortir de ce sentiment de stagnation.
Une fois que c'est fait, on passe à la deuxième partie de l'exercice. Donc pour ça, je t'invite à tracer 4 colonnes. Je vais te donner des consignes, donc n'hésite pas à faire pause ou à revenir dessus. Dans la première colonne, tu vas noter tous les changements entre la situation désirée que tu as décrite et ta vie actuelle. Ensuite, tu sautes une colonne et dans la troisième colonne, tu vas noter toutes les similitudes entre la situation désirée que tu as décrite et ta vie actuelle. Les relations, les activités, tout ce qui est identique à aujourd'hui. Ensuite, dans la deuxième colonne, donc celle que tu as sautée, tu vas noter les besoins derrière ces changements. En commençant la phrase par « ça me permettra de me sentir de telle façon, de réaliser telle chose », ça va toujours être à l'affirmatif. Par exemple, j'aurai un travail différent, ça me permettra de passer plus de temps avec ma famille, ça me permettra d'être plus serein financièrement, ça me permettra de me sentir utile. Et pour finir, dans la dernière colonne, tu fais la même chose avec les éléments de ta vie actuelle que tu as conservés, en commençant aussi ta phrase par « ça me permettra de ». Exemple, j'aurai les mêmes relations, ça me permettra de me sentir considéré, ça me permettra de me sentir en sécurité, ça me permettra de me sentir entouré. Le but de cette seconde partie, c'est de définir les briques de ce dont tu as besoin pour te sentir bien. Ça te permettra de conscientiser le fait qu'il y a certainement déjà plusieurs de ces éléments dans ta vie aujourd'hui, donc d'avoir de la gratitude pour ce que tu as, mais aussi de la clarté sur ce que tu veux construire. Encore une fois, c'est important de verbaliser ces éléments à l'affirmatif. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sur du « je ne veux plus être seul », mais sur « j'ai besoin de me sentir entouré, de me sentir en sécurité, j'ai besoin de partager mon quotidien ». Ça te permet de projeter ton esprit non seulement sur ce que tu veux, mais surtout sur ce dont tu as besoin. Ce qui évite de faire les deux erreurs classiques, c'est-à-dire premièrement d'être obsédé par un unique moyen de satisfaire un besoin, au point où tu occultes tous les autres moyens qui existent autour de toi. D'ailleurs, c'est l'une des causes principales de toutes les formes de dépendance affective. Je n'en dis pas plus parce qu'il y aura aussi un épisode sur ce sujet. Et la seconde erreur classique, c'est de sacrifier ce dont tu as besoin pour obtenir un moyen de satisfaire ce besoin. Le meilleur exemple, c'est l'argent. Si la famille, c'est important pour toi, être avec eux et prendre soin d'eux, c'est ce dont tu as besoin pour te sentir bien. L'argent, c'est un moyen d'y parvenir. L'erreur serait de sacrifier ta famille pour avoir plus d'argent. Ce serait comme vendre tes mains pour acheter des gants. C'est un peu contre-productif. Encore une fois, la clarté, c'est l'une des clés pour l'épanouissement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Cet épisode est déjà très dense, je vais te laisser digérer tout ça. Merci d'avoir pris ce temps avec moi pour explorer ce qu'on vit très souvent en silence dans notre tête. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à l'envoyer à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Pour cette première saison, il y aura un nouvel épisode tous les dimanches à 19h sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts jusqu'à la fin de l'été. D'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi, dans ton intérêt et dans celui des autres. Allez, ciao!